Donc la dysbiose, donc c'est quand on a un dysfonctionnement au niveau Du du microbiote. microbiote. OK, c'est ça. Donc, microbiote, c'est peut-être le terme neutre pour dire ah ben j'ai un bon microbiote. On va pas dire j'ai un mauvais microbiote, on va dire j'ai une dysbiose intestinale D'accord. ou buccale. Hein, le terme est valable ailleurs. OK. Et du coup, pour revenir à la question d'avant, est-ce que ça peut aussi provoquer d'autres pathologies qui sont, qui concernent pas les muqueuses et même provoquer, des maladies quand on a Ah oui, une oui, oui, dysbiose ou tout à si tu as fait. Oui. peut-être quelques exemples sans après Écoute, voilà. écoute, ça va plus loin que quelques exemples. Tu peux englober toutes les pathologies chroniques dégénératives. Elles sont toutes liées au microbiote. Donc un microbiote malsain, une dysbiose, si tu veux, intestinale, hein, on peut le dire comme ça, un microbiote altéré va faciliter à peu près toutes les maladies dégénératives chroniques, que ça parte vers du cardiovasculaire, vers de la résistance à l'insuline, et puis in fine le diabète, le prédiabète, le diabète, que ça parte vers des pathologies neurodégénératives dont on sait aujourd'hui qu'elles naissent dans l'intestin. On a les preuves expérimentales que la maladie de Parkinson commence dans l'intestin, hein, qui est cette neurodégénération très perturbante qui survient chez les sujets âgés, mais Mmh. ça commence 30 ans avant dans l'intestin Ah oui, OK. par des anomalies intestinales, des dysbioses et il faudra qu'on parle un peu de la paroi, parce qu'on parle toujours du contenu, mais le contenant, la paroi intestinale, qui fait partie de l'écosystème, on va y revenir, eh bien, ça commence 30 ans avant dans l'intestin, et ça se manifeste assez souvent cliniquement par de la constipation. Donc, des gens qui commencent à être constipés à 40 ans ou à 35 ans pourraient être ceux, pas tous, hein, calmons-nous, mais c'est parmi ceux-là qu'on trouve de futurs parkinsoniens qui commencent à manifester des troubles neurologiques de la lignée parkinsonienne quand ils ont 65 ou 70 ans. Ah oui, OK. Ça Donc, c'est l'intestin, c'est tout. Et alors, pour te donner un exemple, je pense qui est vraiment péremptoire, quand tu bois des édulcorants dont on se dit, oh, il n'y a pas de calories, donc ça passe sain, inaperçu, et ça me fera pas de tort, etc. Eh bien, ces édulcorants, peut-être que pour toi, tu n'as pas la capacité de les consommer, d'en tirer des calories, d'accord? Mais ton microbiote va s'adapter et va s'en nourrir et va proliférer dans de mauvaises directions. Tu vas provoquer une dysbiose suite à la consommation d'édulcorants. Et ces dysbioses-là sont connues pour être en rapport avec des problématiques cardiovasculaires et de troubles du métabolisme des hydrates de carbone, donc dans la lignée résistance à l'insuline et diabète. Donc, évidemment, tout. Alors, tu peux encore le voir d'une autre façon. Je pense que là, c'est l'argument définitif. C'est que quand on fait des analyses fouillées, notamment avec des nouvelles techniques basées sur l'identification des acides nucléiques, ce qui fait que on peut aller jusqu'à identifier les différents types de bactéries, les différentes espèces de bactéries et les quantifier d'une manière bon qui est quand même intéressante. Tu as une cartographie de ta population bactérienne intestinale, donc par les analyses de sels, eh bien, tu te retrouves avec quasiment systématiquement une constatation commune dans tous ces examens de sels sophistiqués chez des patients qui ont des maladies chroniques, inflammatoires, auto-immunes, dégénératives, pour utiliser un terme assez global,
euh, chaque fois, tu as un commentaire qui consiste à souligner un manque de diversité bactérienne. Tu n'as pas la diversité bactérienne. Et ça, c'est un problème monstrueux parce que c'est ce qui caractérise le monde industriel, la civilisation avec ses côtés très négatifs. Ok. Entre autres, les problèmes de dysbiose, ça vient de la manque de diversité bactérienne. Oui, c'est une forme de Mais dysbiose si tu veux, parce que tu n'as pas la ouais. diversité. Mais Alors, tu as évidemment déjà des problèmes chez les gens qui mangent toujours la même chose, même s'ils pensent que c'est bien pour eux. Mais il faut probablement consommer 60 aliments différents pour avoir un peu tout ce qu'il faut pour les différents types de bactéries qu'il y a dans tes intestins. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Alors, les gens disent, oui, mais enfin, bon, je mange quand même assez diversifié. Bon, ben alors, tu leur demandes de s'asseoir, de se calmer, de prendre un crayon et de noter pour voir jusqu'à combien d'aliments différents ils arrivent. Alors, celui qui arrive à 50-60, tu lui envoies une à couronne de César. laurier, hein, oui. Donc, ça, c'est déjà un gros problème. Alors que c'est tout à fait facile à prouver encore au jour d'aujourd'hui, où il y a encore de petits noyaux de population de chasseurs-cueilleurs qui vivent d'une manière très autonome et très traditionnelle, hein, de la chasse, de la pêche et de la cueillette, qui ont des sources alimentaires beaucoup plus diverses. Bon, ils sont évidemment dans des écosystèmes très préservés. Et bon, c'est pas les plaines de l'Ouest américain, de l'Ouest, moi, enfin bref, c'est plutôt centre et sud des États-Unis, et pas spécialement l'Ouest. Je sais pas où, pourquoi je vais dans l'Ouest, moi, où il y a de l'agriculture intensive. C'est là que ça a été le plus flagrant. Enfin, on a vu ça aussi en Ukraine, hein. Leur drapeau jaune et bleu, mais bon, voilà, ils ont des champs de maïs ou de blé ou de tournesol à perte de vue. Ça reste de l'agriculture intensive. Hmm. Et les écosystèmes là-bas sont extrêmement altérés. Mais donc, ces chasseurs-cueilleurs, eux, ont une diversification bactérienne phénoménale, qui n'a rien à voir avec notre pauvreté. Et tout ça est tout à fait fascinant parce que ces populations-là, on peut aussi aller jusqu'à des villages africains qui ont gardé des alimentations traditionnelles, qui se perdent dans les grandes villes africaines, hein, qui ont attiré énormément de populations qui commencent à manger comme nous, ce qui est calamiteux. Mais en Afrique rurale, euh, un peu le même avantage, et voilà, ils gardent un microbiote très diversifié, eh bien, ces gens-là n'ont pas de pathologie auto-immune. Par rapport à ça, par exemple, je pense aux pays pauvres où l'accès en eau potable n'est pas forcément possible. Du coup, ces personnes-là sont obligées de boire cette eau et j'imagine qu'ils finissent par s'y habituer. Est-ce que donc ces personnes vont avoir un microbiote qui va être beaucoup plus fourni, un meilleur système immunitaire par rapport à nous, Européens, ayant accès en continu à l'eau potable ou en tout cas à l'eau. Oui, Enfin, c'est juste, je pensais à oui, ça. ben écoute, c'est bon, non, minute, hein, parce que bon, l'accès à une eau correcte, pas nécessairement hyper hygiénique et hein, comment dire, traité parfois avec trop de produits chimiques, etc., comme chez nous. Mais bon, on est bien obligé dans certains cas ici parce que voilà, les sources d'eau sont contaminées, il faut les décontaminer. Mais bon, il faut quand même un accès à une eau propre, hein. Je veux dire, Ouais, cette histoire de manque d'eau potable, c'est totalement inacceptable et choquant, hein, parce ouais, que bon, quand on voit les sommes qu'il faudrait investir pour au moins avoir un accès, ça reste dérisoire, alors que des eaux contaminées, parce que là, ce ne sera pas des contaminations chimiques, ce sera des contaminations éventuellement par tout un tas de micro-organismes pathologiques, hein. Donc,
non, quelque part, ça c'est pas du tout un avantage. Mais pour prendre un exemple qui est plus naturel, le fait justement d'être exposé quand même à un environnement microbien plus riche peut effectivement être un avantage. C'est comme ça que je dois prendre ta question, parce que Oui. on a des problèmes, et c'est tout à fait connexe à ce que je disais avec les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes sont des maladies de civilisation qui souvent reflètent un manque d'exposition à une variété de microbes qui éduquent notre système immunitaire à être tolérant. C'est la tolérance du kéfir. Rebelote. Mais comme déjà les bébés d'aujourd'hui naissent par césarienne, parce que le gynécologue en a marre d'être appelé le week-end, parce que les parents aiment bien que pouvoir prévoir que ce sera lundi matin tôt, mais bon voilà, on s'organise, boum, césarienne de convenance. Je ne parle pas des césariennes d'urgence qui sont absolument essentielles à la survie du bébé et de la mère, mais les césariennes de convenance, ou qui sont quand même présentées comme plus sûres parce que ceci, parce que cela, mais il y a beaucoup de mauvaises excuses. C'est un problème parce que le bébé naît par une voie anormale, c'est-à-dire pas par la voie vaginale, et le bébé qui passe par la voie vaginale avale sa première lampée de bonnes bactéries vaginales avant de sortir. C'est la première chose qu'il fait avant de respirer et de hurler. Donc il y a 3 choses. J'avale mes bactéries vaginales, bam, le microbiote est lancé, il se modifiera au fil du temps de manière spectaculaire, mais il est lancé et bien lancé. Et puis après, il respire et il hurle. Je ne sais d'ailleurs pas ce qui vient en premier. Probablement plus ou moins l'un dans l'autre. Il faudrait réfléchir à la question. Et par contre, si tu sors par voie de césarienne, il y a peu de il n'y a microbiote pas. C'est le microbiote de la ambiant. sarcope, c'est le microbiote de la peau de la mère, mais qui a été désinfecté, donc c'est même pas celui-là. C'est le microbiote des mains des sages-femmes, c'est le microbiote c'est un happening là. Donc c'est déjà un problème. Ces gens, les pauvres, on va les appeler des gens. Ces nouveaux-nés là auront statistiquement plus de problèmes intestinaux à l'âge adulte. Pas nécessairement, ok, on n'est pas en train d'alarmer tous ceux qui sont nés par césarienne. Mais moi, je demande toujours pour mes nouveaux patients, voie basse ou césarienne. À terme ou prématuré, parce que les prématurés vont aussi avoir un microbiote mal lancé. Et alors, a fortiori, s'ils sont en couveuse, qu'il n'y a pas le lait maternel amène des bactéries. Donc, il y a des probiotiques dans le lait maternel. C'est sidérant, parce que dans le temps, on se disait, c'est un liquide. Non, c'est un liquide avec du microbiote, si tu veux. Il y a un microbiote du lait maternel qui est adapté et qui doit donc être encouragé à 1000%. Enfin, écoute, tu peux regarder dans toutes les directions, tu vas toujours trouver le thème que nous discutons aujourd'hui. Mais pour revenir aux maladies auto-immunes, on sait qu'il y a plus de maladies auto-immunes chez les enfants, enfin chez les adultes, mais qui ont été mis au monde par césarienne, et qu'il y a essentiellement des maladies auto-immunes dans le monde industrialisé, parce que par rapport au monde ancien système rural, parce que il y a un excès d'hygiène. Tout est désinfecté, etc. Les petits gosses, il est normal qu'ils traînent un peu. Quand on voit en Afrique, parfois on s'émeut un peu. Bon, ils sont là, ils pataugent un peu, il y a de la poussière, il y a, ils traînent un peu partout. Ben oui, mais ceux-là, ils ne font pas de maladie auto-immune. Mais justement, c'est ça que c'est bien si, par exemple, dans ce que tu dis, si donc l'enfant doit s'exposer un maximum, en tout cas à son environnement extérieur, et par exemple, s'il fait tomber quelque chose et qu'ensuite il le met dans la bouche ou quoi que ce soit sans forcément le nettoyer, finalement, c'est pas très grave. Voilà. Ça et participe alors, tu as l'immonde habitude des, comment est-ce qu'on appelle ça en français,
En anglais, c'est des wipes, des petites serviettes Ah, les petites hygiéniques là, les nettoyants. désinfectantes, là, tu vois. Ouais. Comment on appelle ça, toi qui Les parles? lingettes Des désinfectantes. lingettes, voilà, des lingettes désinfectantes, et que les mamans soucieuses de bien faire vont passer sur tout, tu vois, sur la tétine. La tétine est tombée par terre et le gosse, il la refout dans sa bouche. Mais très bien, tu vois. Bon, maintenant, je dis pas qu'il faut, enfin, il faut pas non plus qu'il y ait eu des excréments d'animaux. Oui, oui, Bon, si. il faut une hygiène, mais pas pas une obsession d'hygiène. Et ces lingettes là qu'on passe sur les mains, etc., qui détruisent soi-disant 99% des bactéries. Enfin, c'est pas faux, hein. S'ils l'annoncent, c'est parce que ça a été prouvé. Mais bon, ils détruisent des microbiotes cutanés, etc., dont les jeunes enfants ont besoin pour apprendre à tolérer la diversité microbienne. Alors, il y a beaucoup mieux que ça, parce que c'est toujours un peu difficile. Bon, j'ai pas dit qu'il fallait traîner les gosses dans la boue. Soyons Allez. clairs, hein, il y a un équilibre à faire, parce qu'il est un fait que si tu remontes au 19e siècle, il y avait surtout au moment de la révolution industrielle, il y avait un manque d'hygiène, ça a été calamiteux, hein. Il y avait des épidémies de typhus à Londres, dans les taudis, parce qu'on a entassé des gens pour les faire travailler dans les usines qui se créaient. Il fallait énormément de main-d'œuvre. Et bon, on mettait les gosses dans les usines aussi, à vrai dire. Bon, ça a été une horreur absolue. Bon, la révolution industrielle, mais dans son côté absolument abject. Donc, bon, c'est difficile un peu de faire la part des choses. Je trouve que trop peu d'hygiène, c'est une calamité, mais trop, ça commence à faire calamité aussi. Arriver à trouver un équilibre. Dans le doute, il vaut mieux un peu plus d'hygiène que trop peu, mais on passe vite dans l'exagération. Et alors, cette espèce d'obsession de tout désinfecter pour pouvoir le prendre en main après, enfin bon, ça n'a pas de sens. Mais très facile à démontrer cette théorie de l'excès d'hygiène. Bon, là, c'est implacable. Les gosses qui vivent, qui sont nés forcément, enfin bref, qui ont été élevés, si tu veux, dans un milieu rural, notamment dans des fermes, surtout exposés à tous les animaux de la ferme, ont beaucoup moins de maladies allergiques et auto-immunes que les enfants qui ont été élevés dans les appartements en ville. Mmh.